Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du protocole d'escalade de soins d'oxygénothérapie. Ce protocole est un guide à titre d'exemple précieux pour les professionnels de la santé qui gèrent les patients nécessitant une oxygénothérapie. J'ai créé cet exemple de protocole en réponse à l'Ordre des inhalothérapeutes du Québec et à leur document intitulé « Demande de rehaussement du diplôme donnant ouverture au permis d'inhalothérapeute ». Dans la première section de leur document, ils écrivent et je cite « L'écart entre les compétences attendues et les connaissances concerne principalement la capacité d'exercer un jugement clinique. L'amélioration visera à affiner le jugement clinique. Le raisonnement clinique n'est pas l'objet d'une compétence, ni un élément de compétence, ni même un critère de performance en soi. En réponse à cette question sur le jugement clinique, je suggère à l'OPIC d'intégrer un standard de protocole et d'algorithme. Les présents documents disponibles sur le site de l'OPIC sont dépassés et ne donnent pas nécessairement un aperçu ou ne suggèrent pas ce que le clinicien devrait faire dans certains scénarios. Pourquoi les algorithmes? Ils améliorent l'efficacité et l'efficience des tâches. Ils permettent une prise de décision rapide et efficace, car les informations sont traitées rapidement. Ils canalisent la charge cognitive en traitant de grandes quantités de données en exécutant des tâches routinières, ce qui permet aux cliniciens de se concentrer sur des aspects plus complexes et nuancés. Ils fournissent un retour en temps réel lors de la simulation de divers scénarios, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des actes médicaux. Pour illustrer cela, permettez-moi de vous présenter un exemple d'un protocole que l'OPIC pourrait suggérer. J'ai créé ce protocole car beaucoup d'étudiants en stage ou en pratique se questionnent toujours sur la prise en charge adéquate de l'oxygène. Ce protocole, inspiré par la British Thoracic Society, est utilisé exclusivement pour l'insuffisance respiratoire hypoxémique. Il intègre aussi l'escalade des soins d'oxygène de base qui est proposé par le livre Toronto Note. Il ne doit pas être confondu avec le traitement de l'insuffisance respiratoire hypercapnique. Voici le protocole. Comme vous pouvez le voir, le protocole est clairement défini avec des instructions spécifiques, ce qui facilite sa mise en œuvre. Il fournit des critères précis pour évaluer l'état du patient, ce qui aide à prendre des décisions éclairées. De plus, il couvre une variété de scénarios, y compris les patients instables et ceux qui sont en réanimation. Par exemple, il guide le clinicien autant sur les patients instables qu'instables qui nécessitent de l'oxygène. Cependant, comme tout outil, ce protocole a ses limites. Par exemple, il peut être complexe à suivre, surtout dans des situations d'urgence où le temps est essentiel. Donc, je suggère qu'il soit pratiqué en simulation avant d'être appliqué sur des patients réels. Aussi, le protocole est indiqué pour la prise en charge d'insuffisance respiratoire hypoxémique et non hypercapnique. Comme tout algorithme, celui-ci inclut des précisions dans la forme de remarques et de notes qui précisent certaines sections. Par exemple, il met une emphase sur l'importance d'utiliser un capteur de CO2. Regardons un exemple avec un patient fictif. Monsieur Onlo, âgé de 65 ans, a été admis à l'hôpital pour des difficultés respiratoires. Il est conscient, mais il a du mal à respirer. Selon notre protocole, la première étape est d'évaluer l'état de Monsieur Onlo en utilisant les critères du protocole, y compris la fréquence respiratoire, la saturation d'oxygène et d'autres signes cliniques pour déterminer l'état du patient. La saturation montre 90% à l'air ambiant et le patient travaille fort à respirer. Comme le patient présente une dyspnée mais n'est pas encore dans un état critique, en suivant les flèches on détermine aussi qu'il est possible qu'il tombe en insuffisance respiratoire hypercapnique. À ce point, il est important d'avoir en place un capteur de CO2. En suivant l'algorithme, on détermine qu'il n'y a pas présence d'hypercapnie et ni une détérioration de l'état de conscience. Donc, pour l'instant, une canule nasale réglée entre 2 à 4 litres par minute est le dispositif approprié pour ce patient. En effectuant notre acte, on est porté à monitorer pour une amélioration de l'état du patient. Supposons que l'état ne s'améliore pas. En suivant les flèches, l'algorithme recommence à partir de l'évaluation de son insuffisance respiratoire. En suivant les flèches, notre patient a de la misère à soutenir un effort respiratoire et son état de conscience diminue. Si on est incertain comment évaluer l'état de conscience, on peut se fier à la note, qui indique. Une altération de l'état de conscience indique un score Glasgow plus bas que 15 ou une détérioration selon l'échelle à vue, alerte, verbale, douleur ou inconscience. La saturation en oxygène diminue aussi, plus bas que 88%.
À ce point, selon notre discrétion, il est possible de se demander si le patient répond aux critères de ventilation à pression positive non invasive ou si on installe une thérapie d'oxygène à haut débit. Quelques indications pour la ventilation à pression positive non invasive incluent. Par indication, une exacerbation de la MPOC, une insuffisance respiratoire hypoxémique, un œdème pulmonaire cardiogénique, le sevrage post-extubation, les patients déclarés ne pas intubés. Par symptômes, une fréquence respiratoire plus haut que 30 respirations par minute, l'utilisation des muscles accessoires, le balancement thoraco-abdominal, selon les gaz artériels, veineux ou capillaires s'ils sont disponibles, une pression de CO2 plus grand que 45 mm de mercure, une pH plus bas que 7,35. Un ratio de pression en oxygène sur une fraction inspirée en oxygène plus bas que 2 cents. Quel que soit le dispositif choisi et installé, on recommence le monitorage et l'observation de l'état clinique du patient. Si on se fie à la remarque, celle-ci indique les critères du début du sevrage d'oxygène. C'est-à-dire une amélioration ou si le patient est stable, une désescalade des soins peut être entamée à partir du dernier dispositif. La désescalade peut être entamée quand la saturation d'oxygène est à 100% et demeure stable pendant un certain temps. L'état de conscience s'améliore ainsi que le travail respiratoire diminue. L'état hémodynamique demeure stable. Les gaz artériels, si disponibles, démontrent une augmentation favorable à l'augmentation de la pression artérielle en oxygène suite à l'administration d'oxygène supplémentaire. Le même scénario peut être appliqué aux patients instables en suivant les flèches respectives. Comme vous pouvez le constater, ce protocole a ses points forts. Le protocole est clairement défini avec des instructions spécifiques, ce qui facilite sa mise en œuvre. Il fournit des critères précis pour évaluer l'état du patient, ce qui aide à prendre des décisions éclairées. Il couvre une variété de scénarios, y compris les patients instables et ceux qui sont en réanimation. Il guide le personnel de santé à travers le processus de prise de décision, ce qui peut aider à assurer une prise en charge cohérente et efficace des patients. Veuillez noter que cette information est basée sur l'interprétation des documents et ne doit pas remplacer les conseils médicaux professionnels. En cas d'urgence médicale, veuillez contacter immédiatement l'autorité médicale supérieure. Si ce protocole vous intéresse, je vous invite à vous diriger à l'adresse sur le site patreon.com et vous diriger sur ma page pour télécharger ce protocole en vous abonnant et pour montrer votre soutien à la création de mon contenu. Je vous recommande aussi de vous abonner, cliquez sur j'aime et partagez ce contenu. Hello everyone. Today we will talk about the Oxygen Therapy Escalation Care Protocol. This protocol serves as a valuable example guide for healthcare professionals managing patients requiring oxygen therapy. I created this protocol in response to the Quebec Order of Respiratory Therapists and their document titled, Request for Enhancement of the Diploma Opening the Door to the Respiratory Therapy License. In the first section of their document, they write, and I quote, "The gap between expected skills and knowledge mainly concerns the ability to exercise clinical judgment. The improvement will aim to refine clinical judgment. Clinical reasoning is not a competency nor an element of competency nor even a criterion of performance in itself. In response to this question about clinical judgment, I suggest to the OPIQ, Quebec Order of Respiratory Therapy, to integrate a standard protocol and algorithm. The current documents available on the OPIQ website are outdated and do not necessarily provide an overview or suggest what the clinician should do in certain scenarios. Why algorithms? They improve the efficiency of tasks. They enable quick and effective decision-making as information is processed rapidly. They streamline cognitive load by handling large amounts of data, executing routine tasks, allowing clinicians to focus on more complex and nuanced aspects. They provide real-time feedback during the simulation of various scenarios, contributing to a better understanding of medical actions. To illustrate this, let me present an example of a protocol that OPIQ could suggest. I created this protocol because many students on clinical placement or in practice always question the proper management of oxygen.
This protocol, inspired by the British Thoracic Society, is exclusively used for hypoxemic respiratory failure. It also incorporates the escalation of basic oxygen care proposed by the Toronto Notes. It should not be confused with the treatment of hypercapnic respiratory failure. Here is the protocol. As you can see, the protocol is clearly defined with specific instructions, making it easy to implement. It provides precise criteria for assessing the patient's condition, aiding in informed decision-making. Furthermore, it covers a variety of scenarios, including unstable patients and those in resuscitation. For instance, it guides the clinician on both stable and unstable patients requiring oxygen. However, like any tool, this protocol has its limitations. For instance, it may be complex to follow, especially in emergency situations where time is crucial. Therefore, I suggest practicing it in simulation before applying it to real patients. Also, the protocol is indicated for managing hypoxemic respiratory failure and not hypercapnic. Like any algorithm, this one includes details in the form of remarks and notes specifying certain sections. For example, it emphasizes the importance of using a CO2 sensor. Let's look at an example with a fictitious patient. Mr. Hong Lo, 65 years old, has been admitted to the hospital for respiratory difficulties. He is conscious but struggling to breathe. According to our protocol, the first step is to assess Mr. Hong Lo's condition using the protocol criteria, including respiratory rate, oxygen saturation, and other clinical signs, to determine the patient's status. The saturation shows 90% in ambient air, and the patient is working hard to breathe. As the patient has dyspnea but is not yet in a critical condition, following the arrows also determines that he may be at risk of developing hypercapnic respiratory failure. At this point, it is important to have a CO2 sensor in place. Following the algorithm, it is determined that there is no hypercapnia present and there is no deterioration in the level of consciousness. Therefore, for now, a nasal cannula set between 2 to 4 liters per minute is the appropriate device for this patient. By performing this intervention, we are inclined to monitor for an improvement in the patient's condition. Suppose the condition does not improve. Following the arrows, the algorithm starts again from the evaluation of respiratory failure. Following the arrows, our patient is having difficulty sustaining respiratory effort and his level of consciousness is decreasing. If unsure how to assess the level of consciousness, we can rely on the note, which indicates. An alteration of consciousness indicates a Glasgow score lower than 15 or deterioration according to the AVPU scale, alert, verbal, pain, or unconsciousness. Oxygen saturation also decreases, below 88%. At this point, at our discretion, we may consider whether the patient meets the criteria for non-invasive positive pressure ventilation or if high-flow oxygen therapy should be initiated. Some indications for non-invasive positive pressure ventilation include: by indication, an exacerbation of COPD, hypoxemic respiratory failure, cardiogenic pulmonary edema, post-extubation weaning, patients declared do not intubate. By symptoms, respiratory rate higher than 30 breaths per minute, use of accessory muscles, thoracoabdominal swinging. According to arterial, venous, or capillary blood gases if available. A CO2 pressure greater than 45 mm of mercury. A pH lower than 7.35. An oxygen pressure to inspired oxygen fraction ratio lower than 200. Regardless of the chosen and installed device, monitoring and observing the patient's clinical condition are resumed. Referring to the remark, it indicates the criteria for the beginning of oxygen weaning. That is, improvement or, if the patient is stable, de-escalation of care can be initiated from the last device. De-escalation can be initiated when oxygen saturation is at 100% and remains stable for a certain time and consciousness improves as well as respiratory effort decreases. Hemodynamic status remains stable. Arterial gases, if available, show a favorable increase in oxygen pressure following the administration of additional oxygen. The same scenario can be applied to unstable patients by following the respective arrows. As you can see, this protocol has its strengths.
The protocol is clearly defined with specific instructions, making it easy to implement. It provides precise criteria for assessing the patient's condition, aiding in informed decision-making. It covers a variety of scenarios, including unstable patients and those in resuscitation. It guides healthcare personnel through the decision-making process, which can help ensure consistent and effective patient care. Please note that this information is based on the interpretation of documents and should not replace professional medical advice. In case of a medical emergency, please immediately contact the appropriate medical authority. If you are interested in this protocol, I invite you to go to the address on the patreon.com website and visit my page to download this protocol by subscribing and showing your support for the creation of my content. I also recommend subscribing, liking, and sharing this content.